Bonjour Franck Bonjour Annie. et bonjour à tous. Bienvenue à notre live du mardi. Aujourd'hui, on va discuter de l'assurance vie comme investissement. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle d'assurance vie, à premier abord, on ne pense pas nécessairement à l'utiliser comme un placement, comme un investissement. Le premier réflexe, l'assurance vie, à quoi ça sert, Franck? Eh bien, c'est pas trop compliqué. Il s'agit de procurer une aide financière aux conséquences financières qui seraient entraînées par le décès de l'assuré. Donc, on a pris une assurance vie, on a choisi un bénéficiaire. Ben, c'est pas compliqué. En cas de décès, le bénéficiaire reçoit le montant de l'assurance vie. Exactement. Donc, c'est le premier but. Et lorsqu'on rencontre surtout des particuliers, même des entreprises, première chose qu'on va faire, c'est le bilan au décès, c'est les objectifs du client devenant un décès, de regarder dans le cas particulier quelles personnes dépendent de nous, quels sont le niveau de vie qu'on veut que notre famille conserve si jamais arrive un décès. Alors ça, c'est le premier aspect. Mais les assurances-vie sont quand même des produits financiers assez complexes et ils peuvent être utilisés dans d'autres cadres, dont l'utilisation d'une assurance comme investissement. Premièrement, avant de regarder les stratégies spécifiques, on va refaire un petit cours 101. On l'avait fait il y a quelques semaines, mais un petit cours 101 des 3 types d'assurance. Donc, le premier type, l'assurance temporaire. Rapidement, Franck, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une assurance temporaire? Alors, les assurances temporaires, on va parler d'abord en termes de primes à payer. Ce sont les assurances les plus abordables sur le marché parce que si vous prenez une assurance temporaire 10 ans, 20 ans, 30 ans, la prime que vous allez payer est associée et garantie à la période de temps choisie. Techniquement, si on a pris une assurance temporaire 10 ans, elle est bonne pour une période de 10 ans. À la fin du terme, vous allez avoir la possibilité de la renouveler, mais parce que vous avez vieilli, les primes vont augmenter. Exact. Donc, ça, c'est le plan temporaire. Est-ce qu'on peut parler d'une assurance temporaire dans une stratégie d'investissement? Pas vraiment. Une assurance temporaire, le but, c'est de verser, comme Franck le disait, un capital. Advenant un décès, il n'y a pas de valeur qui s'accumule, pas de valeur de rachat. Donc, une assurance temporaire est annulée, terminée, il n'y a pas de retour. Donc, ça, c'est le premier type. C'est vraiment utilisé pour couvrir des besoins au décès purement et simplement. Le Oui. deuxième, oui. Puis dans le fond, pour ajouter, c'est que normalement, on prend une assurance temporaire pour couvrir un besoin temporaire. Exact. Et le meilleur exemple qu'on a en tête, c'est un prêt hypothécaire. On espère qu'un jour, on aura fini de payer le prêt hypothécaire dans notre vie. Ce qui fait que si effectivement c'est le cas, est-ce qu'on a forcément encore besoin de l'assurance qui a été associée au prêt hypothécaire? Ben non, le prêt n'existe plus. Donc, besoin en cas de décès spécifiquement. Maintenant, une assurance vie entière. Une assurance vie entière, c'est ce qu'on dit une assurance vie permanente, donc qui va être bonne toute notre vie. La prime qui est déterminée dès le départ va donc être plus onéreuse qu'une assurance vie temporaire, mais elle va avoir le bénéfice de ne jamais augmenter au long de notre vie. Et si on parle, Annie, spécifiquement d'une assurance vie entière, parce que nous avons la temporaire 100 ans, qui elle aussi est bonne à vie. La différence entre une temporaire 100 ans et une vie entière, c'est que la vie entière vient avec ce qu'on appelle des valeurs de rachat. Et même des fois, ça dépend de l'assureur, ce qu'on appelle de l'assurance vie libérée. Donc, valeurs de rachat, des valeurs qui se cumulent au fil des ans. L'explication la plus simple, on annule l'assurance vie entière, l'assureur nous envoie un chèque correspondant à la valeur de rachat. Entendons-nous, ça n'a rien à voir avec la prestation d'assurance. Exact. Et la question de la valeur de rachat, c'est là que ça devient intéressant dans notre live d'aujourd'hui. C'est des valeurs qui s'accumulent avec le temps. Il y a souvent des valeurs qu'on dit garanties, donc un minimum à chaque année qui va augmenter d'une année à l'autre. Et il y a des valeurs non garanties qui sont souvent fournies par ce qu'on appelle des participations. Je compare un peu, là, même si ce n'est pas le même mécanisme, mais les participations, c'est un petit peu comme des dividendes. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque année, la compagnie, selon ses résultats financiers, va décider de verser des participations aux propriétaires de police. Souvent, c'est des taux qui sont assez stables à chaque année. Donc, si on parle d'investissement, ça se comparerait à des taux obligataires, par exemple, la portion revenu fixe d'un portefeuille. Alors, les participations à chaque année vont s'accumuler et ce sont des valeurs qui grossissent avec le temps. Et c'est là, on verra plus loin, que ça peut être utilisé
dans des stratégies fiscales. Le troisième type, les polices universelles. Donc, oui. Police universelle, le produit qui existe depuis déjà un bon bout de temps. Et pour résumer la chose, j'ai envie de dire, Annie, tu me corrigeras si jamais, mais il s'agit en fait d'une assurance vie, encore une fois permanente, mais le produit est jumelé à un compte de placement. Donc, il y a une partie assurance, il y a une partie investissement. Et Annie, en cas de décès? Oui, en cas de décès, mais c'est que les deux parties sont versées libres d'impôts au bénéficiaire qui est choisi. Donc, la police universelle, dans certains cas, oui, l'assurance vie est un temporaire 100 ans, donc une assurance qui est fixe, jumelée au compte de placement. Dans certains cas, on peut aussi bâtir l'assurance vie universelle avec ce qu'on appelle dans notre jargon des taux TRA, donc temporaire renouvelable annuellement, ce qui fait en sorte que le coût d'assurance est très, très beau au début, augmente avec le temps et c'est utilisé dans des stratégies où est-ce qu'on veut souvent mettre des gros montants d'investissement à l'intérieur pour avoir le plus de place dans la police les premières années pour faire fructifier l'argent. Donc, l'utilité de ça, quand on parle des comptes d'investissement, c'est très semblable à ce qu'on va trouver sur le marché en fonds mutuels, en fonds distincts. Des fois, ça va être des clones de ce qui s'offre sur le marché en fonds de placement. Et on peut avoir donc, on peut se bâtir un portefeuille comme on fera un portefeuille de placement ordinaire avec des comptes d'obligations, d'actions, du diversifié, pour avoir des placements à terme là-dedans. Donc, oui, c'est un outil d'investissement. Et l'intérêt est surtout que on va y venir plus tard, mais il y a des avantages, certains avantages fiscaux. Maintenant, lorsqu'on parle d'assurance comme investissement, il n'y a pas une solution qui est bonne pour tous, il n'y a pas un produit qui est une panacée. C'est vraiment de regarder, oui, d'abord, qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'assurance en cas de décès. Ça prend toujours un besoin d'assurance sous-jacent. Et de regarder selon ses objectifs, quelle est la meilleure façon de bâtir le plan. Donc, on a trois contextes principalement dans lesquels ça peut être avantageux d'utiliser une assurance comme investissement. C'est soit si on veut le faire pour les autres, si on a de l'argent d'investi habituellement dans de l'argent, des sommes non enregistrées et qu'on a des héritiers, qu'on aimerait faire fructifier ça le plus possible pour leur remettre l'héritage le plus gros possible, il y a des outils. On peut le faire pour soi-même. Il y a des façons d'utiliser les polices d'assurance pour soi aussi, comme particulier. Donc, des stratégies qui vont faire en sorte que notre revenu de retraite, par exemple, sera bonifié parce qu'on a investi dans une assurance. Et il y a des stratégies spécifiques aux entreprises. Donc, quand on a une compagnie incorporée, c'est là qu'on a le plus de possibilités, le plus de stratégies et c'est amusant. C'est amusant de travailler avec ça. Donc, dans le cas de personnes qui ont des sommes qu'elles veulent transmettre à d'autres, soit à des héritiers, soit aussi à des organismes à but non lucratif. Donc, des personnes qui se disent, j'ai accumulé des sous au cours de ma vie, j'aimerais qu'une partie soit remise en don planifié à un organisme XYZ. Là, le calcul qui est à faire dans ce temps-là, c'est de regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux entre laisser ces argents-là jusqu'au décès dans des comptes non enregistrés. C'est vrai que je saute peut-être une étape. Habituellement, ce sont des stratégies qu'on va utiliser beaucoup pour des personnes qui ont déjà utilisé d'autres, pas des abris fiscaux, mais d'autres stratégies fiscales, RIER, CELI, REA pour les enfants, etc. Donc, quelqu'un qui a maximisé tous ces outils-là, c'est sûr que le reste, mais où est-ce que ça se ramasse? Dans les comptes non enregistrés. Donc, un compte non enregistré, qu'est-ce que ça fait, contrairement à un CELI-RIER? À chaque année, on aura de l'impôt à payer, éventuellement sur les transactions, les gains en capitaux, l'intérêt. Si on peut faire un petit résumé, parce que tu donnes effectivement l'exemple de personnes qui ont maximisé leurs autres placements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, regardez, le REER, il y a un plafond de contribution. Mm-hmm. Le CELI, il y a également un plafond. Là, il faut faire des vérifications. Le CELI existe depuis 2009. Combien est-ce qu'on avait le droit de contribuer? Et le REER, on l'avait déjà expliqué dans une autre vidéo, mais il y a des droits de cotisation non utilisés. Si on contribue dans le REER et finalement on rachète tout, on perd ces droits-là. Le CELI, c'est un petit peu plus complexe parce que nous avons des droits de cotisation, mais si on les utilise, qu'au cours de la même année, on récupère tout cet argent-là, mais le 1er janvier de l'année suivante, les pendules reviennent à zéro. Donc, le CELI, on ne perd pas ses droits de cotisation. Mais effectivement, dans ton exemple,
Donc, CELI, REER, plafond. Est-ce que nous avons un plafond pour le non enregistré? Non. Nous n'en avons pas. On n'en a Donc, pas. on peut cotiser ce que l'on veut. C'est qu'on ne cotise pas finalement. C'est l'argent qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Donc, c'est placé dans c'est des investissements qui ne sont pas enregistrés en tant que REER, CELI, FER, FRV, etc. Donc, ils n'ont pas d'avantage au niveau fiscal. Alors, à chaque année, s'il y a des revenus d'intérêt, ils sont imposés. Si on a des fonds d'investissement qui ont eu des transactions à l'intérieur par le gestionnaire, il y a du gain capital, il est imposé. Et il y a une imposition à la disposition. Donc, qu'est-ce qu'une disposition, Franck? Une disposition, c'est quand, j'ai envie de dire, dans un premier temps, quand on parle de placement, c'est quand tu encaisses ton placement. Quand on vend, donc, oui. On disait, par exemple, par rapport au REER, tant et aussi longtemps que les sommes sont à l'intérieur du REER, elles ne sont pas imposables. Mais quand on en dispose, il y a des retenues d'impôt à la source. Et dans le cas de placement non enregistré, mais c'est à la vente. Et la vente, il y a une chose, la disposition peut aussi être en cas de décès. Donc, lorsqu'arrive un décès, c'est considéré qu'il y a disposition et il y a une imposition à ce moment-là, même si les actifs n'ont pas été vendus en tant que tels. Donc, dans des cas comme ça, oui, l'assurance devient intéressante. Le calcul à faire, c'est de dire, plutôt qu'avoir des investissements à tel pourcent d'intérêt qui vont être imposés à chaque année, qui va avoir une imposition aussi finale là, sur le gain capital lors de la disposition, s'il y a la place, on utilise des protections d'assurance et que surtout si on n'a pas besoin de ces argents-là de son vivant, là, on veut laisser ces sommes-là pour un héritage, ça devient très vite beaucoup plus avantageux parce que oui, on peut utiliser des produits d'assurance avec des participations ou des universels avec de l'investissement à l'intérieur et pour le montant qui va être mis, le résultat à la toute fin, l'héritage qui sera remis va être beaucoup plus élevé. Et pour le reste, c'est sûr qu'il y a une question, les petits hics là-dedans, c'est qu'on se dit, oui, mais si je place ça dans une assurance et que j'ai besoin de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Dans bien des cas, les valeurs peuvent être encaissées. Il peut y avoir un impôt à ce moment-là qui est payable, mais pour des sommes importantes, on parle ici des retraits de 50 000 et plus habituellement qui vont être disponibles pour ces stratégies-là. Il est toujours possible de faire ce qu'on appelle dans notre jargon un prêt en collatéral. Donc, on a une valeur sûre qui est dans une police d'assurance. On a besoin d'argent, on sait qu'il va y avoir une imposition éventuellement sur les retraits. Et là, c'est des calculs plus complexes. Je ne pense pas me mettre là-dedans aujourd'hui, mais à partir d'un certain montant, oui, il peut y avoir une imposition au retrait là, sur le gain capital, mais je ne me mettrai pas là-dedans. On peut faire peut-être un petit parallèle qui est de dire, supposons que l'on retire l'argent du compte de placement, il peut y avoir une retenue d'impôt sous forme de quel pourcentage, Annie, à peu près? Ça dépend du coût de base rajusté de la police. C'est pour ça que ça peut être assez complexe. Donc, tandis que contracter un prêt à la banque, un prêt personnel, par exemple, ça peut être un taux d'intérêt dans les 10%. Ou moins. Ou moins. Donc, le taux d'intérêt du prêt peut être plus économique que le retrait ou du moins l'impôt qu'on va devoir à payer sur la sortie du prêt. Donc, ce n'est pas compliqué, on s'en va à la banque, on vous dit qu'on veut obtenir un prêt. D'accord, qu'est-ce que vous nous donnez comme garantie? L'assurance. Exact. Ça peut être fait auprès d'une institution financière, mais il y a des banques spécialisées dans le domaine. Je pense particulièrement à la Banque Manuvie, qui est une des filiales de Manuvie, qui est aussi un assureur et qui offre ce type de prêt-là pour des polices d'assurance, même pour des prêts avec des placements collatéraux. Et c'est disponible assez facilement, là. Donc, pour des montants plus élevés, comme je disais, pour des particuliers, c'est 50 000 et plus. Et le calcul est de regarder avec l'intérêt payé versus le retrait. Est-ce qu'on est gagnant? Mais dans bien des cas, surtout dans ce type de stratégie-là, oui, les sommes qui seront remises advenant un décès sont beaucoup plus élevées que si on avait laissé ça dans des fonds d'investissement ou pire dans un compte bancaire. Donc, il y a un avantage certain. Le deuxième, c'est de le faire pour soi. Donc, on se dit, encore une fois, mes REER sont maximisés, mes CELI sont maximisés, le reste de mes investissements sont dans du non enregistré, j'ai de l'impôt à chaque année à payer là-dessus.
c'est moins intéressant. Donc, toujours avec un besoin d'assurance sous-jacent, oui, on peut utiliser les polices d'assurance universelle ou vie entière. Et là, encore une fois, c'est la valeur de rachat qui va augmenter avec le temps, qui va faire notre investissement. Et à la retraite, même stratégie, c'est possible, si jamais on sait qu'il va y avoir un impôt à payer, d'utiliser la police d'assurance comme collatéral, d'emprunter les montants nécessaires. Là, on parle de stratégie plus avancée. C'est sûr que nous, on fait une partie du travail quand ça vient à ça, mais l'idéal, c'est toujours de vérifier avec un fiscaliste. D'habitude, on va travailler soit avec le fiscaliste du client, on a des contacts à l'externe, les compagnies d'assurance aussi nous prêtent leur fiscaliste quand ça vient pour calculer ces avantages-là. Mais oui, ça fait en sorte qu'au niveau fiscal, on est beaucoup plus avantagé que de laisser des sommes importantes dans des placements qui sont non enregistrés. Surtout dans le cas de la police universelle, tant que le retrait n'est pas fait, il y a des taxes sur les primes dans les polices universelles, donc le CELI est toujours plus intéressant, mais il n'y a pas une imposition annuelle tant que ça reste dans le cadre de l'assurance. Et un capital au décès, ça, c'est toujours libre d'impôt. Donc, advenant un décès, l'avantage est 100% là. Et puis, le dernier, c'est si on a une entreprise. Là, on s'amuse dans des cas comme ça, parce que dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses à considérer lorsqu'on a une incorporation. Donc, si on a des investissements dans une incorporation et qu'on a des revenus de placement de plus de 50 000, on peut perdre le petit taux. Dans une incorporation, surtout si on a plusieurs actionnaires, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une assurance pour couvrir le rachat de part de l'associé en cas de décès. Si justement l'entreprise florissante, il faut faire attention de ne pas la contaminer et de ne pas perdre l'exonération du gain en capital. Donc, c'est peut-être du jargon tout ce que je dis là, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à considérer avant d'utiliser des solutions. Mais l'utilité des protections d'assurance dans ce cas-là, des assurances-vie comme investissement, c'est à la fois, encore une fois, il faut qu'il y ait un besoin. Mais dans un cas d'entreprise avec des incorporations, surtout si on a des actionnaires, le besoin est là assez rapidement, besoin pour protéger l'impôt sur le gain capital, besoin de protéger le rachat de part de l'associé, éventuellement des dettes. Donc, quand on fait des analyses de besoins pour les entreprises, ça vient assez vite qu'on a besoin de sommes assez importantes. L'utilité de l'assurance vie dans ce temps-là, comme investissement, c'est ça, c'est que si on utilise des fonds de placement dans une entreprise, du revenu de placement, ça peut faire en sorte, quand on est rendu des sommes assez importantes, de perdre son petit taux, ce qui n'est pas le cas avec des produits d'assurance. Et le même principe que si on veut faire des retraits du vivant, on peut emprunter avec un collatéral. Là, ce qui devient intéressant, c'est que si c'est utilisé pour réinvestir, on le voit beaucoup, exemple, dans l'immobilier, les gens qui ont des inc dans l'immobilier de racheter d'autres immeubles, mais l'intérêt du prêt devient déductible à ce moment-là parce que c'est un prêt pour investissement. Advenant un décès, ça passe par le CDC de la compagnie. Donc, ça peut faire en sorte qu'on facilite la transmission d'argent, soit aux autres actionnaires, s'il y a un rachat, à la succession. Donc, beaucoup de stratégies qui sont disponibles. Encore là, toujours, on va demander, dans des cas comme ça, l'avis d'un fiscaliste pour être sûr de mettre les bonnes stratégies, la bonne structure à la bonne place. Pour tous les types de police d'assurance qu'on va utiliser dans un but d'investissement, c'est sûr que notre travail comme conseiller, c'est de trouver le meilleur produit pour chaque besoin, mais contrairement des polices temporaires, le prix devient secondaire dans les recherches. Si c'est un but de faire fructifier de l'argent à long terme, on va plus regarder après 5 ans, 10 ans, 15 ans, les accumulations dans ces polices-là. C'est ça qui arrive en premier plutôt que le coût immédiat du 1000. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire fructifier notre argent à long terme. Donc, est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus, Franck? Non, on s'entend que ça peut être des dossiers assez complexes. Donc, produit très, très, très pertinent pour l'entreprise parce que, comme tu le disais, un petit peu au début de la formation, il était question de disposition. Bon.
Si on est actionnaire, plusieurs actionnaires d'une compagnie, et que la compagnie se porte bien, eh bien, les années passent, l'entreprise prend de la valeur, il suffit qu'un des actionnaires décède, techniquement, il y a disposition de ses parts. Donc, bien souvent, on va recommander une convention d'actionnaires qui va dire que les actionnaires survivants vont racheter ses parts, mais parce que ça a pris de la valeur avec le temps, il y a une question d'impôt aussi, de gain en capital. Sur les actions. Oui, il peut y avoir une question d'impôt sur les actions de la compagnie. Donc, c'est toutes les choses à considérer. Alors, j'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu sur l'utilisation des polices d'assurance comme investissement. Bien sûr, vous pouvez toujours visiter notre site web au www.jfdb.ca et on vous invite à notre prochain live la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine.